Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau retour rapide. Quel plaisir de vous retrouver encore une fois sur la chaîne Déconfinement Filmé. Alors, j'ai fait un effort au niveau de la tenue, de l'outfit, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un film qui s'y prête plutôt pas mal. Amsterdam. C'est un film en fait qui a été réalisé par monsieur David O. Russell, qui a fait également Fighter, un film que j'aime beaucoup. Donc avec Christian Bale, Mark Wahlberg et Amy Adams. Christian Bale qui va d'ailleurs du coup se retrouver dans Amsterdam donc là récemment. Il est sorti quand ce film Amsterdam? Il est sorti il y a cette semaine je crois, on est dimanche, mercredi, donc assez, encore une fois on reste pas mal dans l'actualité. Voilà. Donc pour faire simple et efficace, on va commencer avec le contexte du coup et l'histoire. Le récit, ce que ça apporte, enfin, tout ça, tout ça. Donc contexte et histoire, allons-y. Donc 1933, juste après la soi-disant DRDDR, donc là on est en 14-18, hein. Christian Bell, donc c'est un médecin excentrique, malheureux en amour et qui est resté ami avec Harold, donc un ami de la guerre justement, son frère d'armes afro-américain, qui est aujourd'hui avocat, et Valérie, infirmière, au talent étonnant, avec qui le second avait été en couple durant leur parenthèse hollandaise, et qui n'a depuis donné aucune nouvelle. Ça va être l'intrigue. Ce film repose vraiment sur une intrigue et avec trois protagonistes qui vont être vraiment le centre même de l'histoire. Ok. Donc, lorsqu'un jour les deux hommes sont appelés par la fille de leur défunt supérieur militaire pour enquêter sur les circonstances troubles de sa mort, parce qu'ils sont vraiment, on voit cette scène où Christian Bale qui est incroyable dans on sent vraiment qu'il s'est imprégné du rôle, qui est surpris en fait de voir que le défunt. Ils sont encore loin de se douter du dangereux engrenage dans lequel ils viennent de mettre les pieds. Donc voilà, on parle d'une intrigue, d'une machination, d'une espèce de complot en fait contre ces personnes-là. Donc Amsterdam en fait ça va être vraiment le symbole des années folles et insouciantes justement des années 30. À savoir qu'on a on a une petite ellipse temporelle où on voit justement donc Harold et Christian Bale, le médecin, oui c'est ça, c'est Burt et Harold en fait qui se rencontrent à la guerre. En fait, Burt doit amener une flopée d'Afro-Américains au front, mais évidemment il a cette tâche de ne pas en faire de la chair à canon en fait. Et donc c'est de là que naît cette amitié. Donc le film Amsterdam, le titre littéralement, c'est vraiment le symbole de ces années folles en fait et insouciantes de l'entre-deux-guerres. Toujours en 1930, le film va pousser plus directement tout ce petit monde à se confronter à la montée du fascisme sur le sol américain. Voilà, c'est intéressant parce qu'on va y venir au fur et à mesure du film, hein. Il y a une espèce d'élément déclencheur, ça fait une espèce de courbe. Et ça évolue, l'évolution du film est très très intéressante. À part peut-être effectivement un petit bémol sur la fin, une sorte de surenchère d'explication pour vendre de plot twist, qui est quand même déjà bien amené, bien dirigé, quoi. Vers nos chers protagonistes, c'est un fil rouge, quoi. Donc normalement pas besoin d'en rajouter. Bon, c'est une goutte d'eau, hein. Simplement de mettre la main sur le véritable meurtrier, donc voilà, du défunt. Donc ensuite, là on a le contexte du récit et on sait à peu près à quoi s'attendre. On va parler des acteurs, parce que bordel, quelle est cette putain de distribution? C'est assez incroyable. Parlons de la distribution. Et déjà je vais voir si ça... Oui, je me permets, hein, moi c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Un peu trop à l'aise peut-être, non? Au niveau de la distribution, c'est exceptionnel. Ça a été vendu comme tel. Donc pour les acteurs, on a Christian Bale qui joue Burt justement. On a Margot Robbie, John David Washington, Chris Rock qui est bon, incroyable. Enfin incroyable, je sais pas, mais pour moi c'est un stand-upper quoi, c'est un one-man show. Bref, Anya Taylor-Joy, ravissante, merveilleuse, un talent d'acting, toujours. Hein. Robert De Niro, est-ce que j'ai besoin d'y revenir? Zoé Saldana, Mike Myers, Michael Shannon, Timothy Olyphant, Andrea Riseborough. Il y a Taylor Swift, mais à quel moment dans ce film je sais plus. Si, il y a Taylor Swift, autant pour moi, je suis navré. Rami Malek, Ed Begley Jr., Leland Orser, Tom Irvine, Beth Grant, Colin Gum, Casey Biggs et DeYoung et Sean Avery. Ceux-là, je les ai moins notés dans le film parce que vraiment, comme je vous ai dit, c'est axé vraiment sur notre trio de protagonistes qui vont mener cette intrigue, en fait, cette enquête, en quelque sorte. Mais oh là, il y a du talent.
Il y a du talent et vraiment, excusez-moi. Alors, on notera que dans toutes mes analyses, systématiquement, je vous dis, ouais, les acteurs sont dans la justesse. Non, 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 juste non. Là, ils sont tous dans la justesse. Là, on a un truc qui est incroyable. Euh, non, des acteurs qui sont quand même ultra impliqués dans leur rôle. Ça se ressent à la caméra, ça se ressent pendant le film. Margot Robbie, mais pour la première fois, elle délivre vraiment une performance notable. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo où il y a Jim Carrey qui dit ah là là vraiment je suis ravi pour toi que tu es arrivé au sommet en fait des actrices d'Hollywood rien qu'avec ton talent. Bah, évidemment c'était du sarcasme pour dire qu'elle est juste jolie quoi. Mais ouais jusque là franchement Once Upon a Time in Hollywood il y avait eu j'ai fait une critique aussi un retour sur le de Wall Street. Margot Robbie The Big Short ouais pas ouf quand même hein. Là, et c'est là qu'on voit qu'ils ont été bien dirigés, les acteurs, c'est que ils se font plaisir, et ça se voit, ils sont tellement dans leur perso, et Margot Robbie, ça fait plaisir. Hein. Après, je crois que je parle de J.D. Washington, là, donc John David Washington. Il m'avait un peu laissé de marbre sur Tenet. Genre, bon, même là, c'est vrai qu'il a pas des expressions hyper. Enfin, c'est pas incroyable, quoi. Mais il incarne parfaitement ce personnage, ils se sont vraiment imbibés de. Ouais, de la psyché de leur père, c'est incroyable, incroyable. Donc ouais, alors je disais toujours ce côté détaché, mais qui joue un rôle très intéressant et assez cohérent avec son background, parce que aussi on a un background sur les personnages, enfin, sur nos protagonistes, c'est quand même... c'est important les gars dans un film, hein, bon, voilà. Bon, vous me voyez venir, hein, j'ai plutôt kiffé le film. Pour le reste des rôles, j'ai dit que ça les ferait presque passer pour des figurants. Alors, non, quand même pas pour des figurants, mais tout le monde est littéralement ouais, dans la justesse. Ils incarnent un personnage, ils se tiennent à leur rôle et ça marche trop trop bien quoi. Euh, Franchement, on y croit à fond, on a envie de les suivre, on a envie d'en apprendre. Alors, est-ce que c'est dû à la réalisation? Je vais y venir après, mais est-ce que c'est dû à la réalisation et le balai de la caméra qui nous transporte un petit peu dans cette histoire à l'image d'une belle valse? On va venir à la réalisation du coup, je pense. Hein. Ça va être intéressant. Alors, petite modification. Avant de passer à la réalisation, excusez-moi, je vais revenir sur Rami Malek et Anya Taylor-Joy. La masterclass. On a des plans de caméra. Bon, d'accord, c'est intimement lié à la réalisation. Mais on a ce plan de caméra où ils sont dans un huis clos, en intérieur en fait. Et la caméra est posée avec justement Anya Taylor-Joy et Rami Malek en avant. Et il regarde pas directement dans la caméra, mais un peu, on va dire, à 30 degrés de la caméra. Il s'adresse à qui? À Burt, je sais même plus. Il y a une atmosphère qui se dégage, qui est indescriptible. Une atmosphère un peu glauque, hyper personnelle. On est perturbé à ce moment-là. Enfin, moi, je l'étais. C'est fou, c'est fou. Réalisation, les gars. Donc, je disais, on a souvent des caméras centrées, proches des visages, donc les champs contre champs, hein, et quelques contre-plongées quand il faut mettre en valeur le protagoniste ou l'antagoniste, donc Rami Malek et tout. Donc ça appuie forcément le ressenti de certains personnages dans le récit, hein, ça c'est certain. J'ai également mis que la plupart des scènes se passent en intérieur, c'est pas un huis clos, mais ça pourrait presque par moment. Il y a une grosse phase du film, c'est très calme. Euh, et parce que le dialogue, ouais c'est ça, le dialogue ça va être vraiment les discussions en fait. Comme chez Tarantino, c'est très important de poser l'univers et de discuter. Et bah là, chez David O'Neill, David quoi? Je dis des conneries en plus. David O. Russell, I'm sorry. Donc là, chez David O. Russell, c'est quand même aussi important de poser une atmosphère, de faire dialoguer les personnages entre eux. Et de toute façon, le nerf de la guerre de ce film, ça va être donc le dialogue, l'humour grotesque, voire cynique, c'est excellent, c'est un délice. Si on aime tout ça, ça fait partie intégrante du film, vraiment. Et donc après, bon, tout ce qui est pour les rues, en extérieur, les choses comme ça, ça transpire les années 30, il n'y a juste aucun souci, c'est magnifique, c'est bien amené. Voilà, il y a du plan zénital ou pas? Ouais, il y a un gros plan zénital sur la ville à un moment.
Et un travelling vertical aussi qui sort d'une fenêtre, qui se met au-dessus et qui nous montre un petit peu côté grandiose de ces années en fait. Oui, j'ai noté la grandeur et la richesse de l'époque dans laquelle on évolue. Donc voilà, travelling horizontal ou rotatif, je sais plus exactement. En gros, vous avez nos trois protagonistes qui sont là, et la caméra fait comme ça autour d'eux, et ils sont en train de, donc pas faire un brainstorming, mais ils sont en train de parler d'une chose en particulier. Et ah oui, donc oui, autour de nos trois protagonistes. Ah voilà, excusez-moi. Autour de nos trois protagonistes, ouais, c'est dans la dernière séquence, ça dynamise un petit peu le moment où ils comprennent pourquoi ils sont instrumentalisés, enfin par quoi. Donc de belles choses globalement au niveau de la réal, et j'en oublie pas mal. Et on est tellement intrigué, on est tellement dans le truc que honnêtement le temps passe pas. Et pourtant c'est très posé, c'est très lent. Je vous préviens quoi. Donc voilà, relativement positif hein, dans l'ensemble, hein. Pas de souci, hein. On va passer sur la musique et les sons. C'est la pause café à chaque fois. À chaque séquence, c'est la pause café. Je suis vraiment un gros forceur. Les sons, donc, alors la musique, elle est de Daniel Pemberton. On alterne un peu, c'est les musiques de cette époque, hein, entre le swing, le romantisme avec une harpe, une flûte, voilà, des instruments très, voilà, très mélodieux, saxophone. On a une espèce de tension dissonante sur Something Suspicious. C'est pas mes mots, hein, j'ai regardé sur quel est le site. J'ai pas la source, je suis navré, mais il parle un peu du. Il y a un espèce de descriptif de quel est l'univers, quelle est l'atmosphère en fait de la musique utilisée. C'est très intéressant, je vous invite à aller voir. Bah, vous avez musique et son de Daniel Pemberton sur le film Amsterdam, mais le faites pas, parce qu'en fait c'est moi qui vous donne l'info. Attends, je vais recommencer à partir d'ici. Donc au niveau de la musique, donc c'est de Daniel Pemberton. On alterne entre le swing, le romantisme, un peu de jazz. Il y a une harpe et une flûte à un moment, très mélodieuse, c'est somptueux. J'ai noté valse percussive au saxophone, donc du triage. Tension dissonante sur Something Suspicious. C'est à quel nom du film? Ah, j'ai pas mis le time code, je suis désolé. Anyway, voilà, il y a quand même des vocales, des voix très 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 douces. Et pour les passages pas de tension, mais où on accompagne les personnages dans une atmosphère très resserrée, où ils parlent de choses et d'autres pour essayer d'élucider le mystère, on a des petits sons très précis. C'est assez délicieux, pour le coup. Et puis voilà, ça sonne bien à l'oreille. Il y a vraiment un travail du son, à l'image de la performance des acteurs, qui est dans la justesse, qui fait ce qu'il faut faire sans trop en faire, qui est pas trop fort, non, vraiment, c'est quand même assez exceptionnel dans l'ensemble. Ouais, des petits sons d'ambiance pendant l'enquête, donc vraiment qui apportent vraiment beaucoup. Donc voilà, écoutez, Amsterdam de David O. Russell. Voilà, je vous ai évoqué le récit, les performances d'acteurs, la réal, la musique et les sons. Beaucoup de choses extrêmement positives. Ça fait plaisir de voir un film comme ça. On avait été un petit peu hypé, en tout cas prévenu, que vu la distribution au niveau des acteurs, bon, David O. Russell sait choisir ses acteurs, hein. Même si en général c'est quand même les acteurs qui choisissent leurs films, mais pas tous, ceci dit. Donc, non, sympa, sympa, vraiment, vraiment globalement bien dans l'ensemble, et comme je disais, avec une flopée d'acteurs comme ça peut que bien se passer, mais après il peut y avoir aussi une très mauvaise réale derrière, hein. Ça a été le cas pour plusieurs films, donc ça ne veut rien dire. N'importe quoi. Je raconte absolument n'importe quoi. Voilà, vous l'auriez compris, je vous motive à 100% à aller voir Amsterdam. Moi, je le considère comme un très bon film. J'ai pas l'habitude de voir ce genre de film-là, avec ce genre de thématique. J'aurais plutôt cru à un genre d'espèce de Cluedo, là, la Knives Out. Oh là là, c'est tellement pas ça. Oh, le récit est accrocheur. Nos protagonistes, ils ont vraiment une identité particulière chacun. Christian Bale, il est en roue libre, il est incroyable, comme souvent. Même les second rôles, ils ont vraiment une patte, il y a quelque chose. Tout le monde s'est très très imprégné de cette époque, de leur personnage, du background, de tout ce qui gravite autour. Ça donne un côté homogène et très très cohérent au film. Et comme je disais un peu avant au début de la vidéo, le plot twist, ouais, oui, c'est pas besoin de l'expliquer à ce point, mais c'est pas. C'est bien, c'est bien. Moi, ça me dérange pas quand on surexplique la fin du film, parce que je suis
je me laisse vraiment porter par un film, j'essaie pas pendant tout le film de deviner ce qui va se passer. J'ai un ami qui est comme ça, c'est absolument insupportable. Non, c'est pas insupportable, big up. Mais quand même. Voilà. Vous pouvez, selon moi, aller regarder Amsterdam. Vous allez passer normalement un bon moment si vous aimez les œuvres de cinéma, les œuvres cinématographiques, tout simplement. Voilà, portez-vous bien. À la prochaine sur Déconfinement filmé. Ciao.